Bonjour à toutes et tous. C'est vrai qu'en attendant les vrais professionnels, Isabelle Virouleau et Mariama Ba, euh, peut-être que si elles sont en retard, c'est tout simplement puisque ces métiers du social, c'est quand même un métier actuel d'utilité sociale pour pallier nos souffrances physiques et morales. Et Dieu sait si actuellement nous sommes en plein dans ces soucis-là. C'est toujours intéressant de voir le nombre de participants. Vous êtes nombreux sur cette séance. Donc, en attendant, ce qu'on peut vous proposer, c'est peut-être d'essayer d'anticiper sur peut-être vos questions. Et pour les... je garde le téléphone allumé pour le cas où on aurait des nouvelles de nos intervenants. En direct, oui, voilà, c'est ça. En direct du plateau, en fait. Donc, en gros, pour les métiers de la santé, on a trois grands univers. L'univers plus médical, avec par exemple des médecins, des cardiologues. Un univers davantage de soins, avec un focus sur les infirmiers, vétérinaires, psychologues. Donc, infirmiers que tout à l'heure, nous aurons la chance de venir. Voilà, puisqu'on est vraiment... Et puis aussi, un autre univers qui est celui plus administrateur ou administratif quand on devient, pourquoi pas, directeur d'hôpital, par exemple. Tout à l'heure, nous aurons aussi un focus sur la partie spécialiste des capacités motrices du corps avec, nous l'espérons, Madame Ba, ma sœur kinésithérapeute. On peut peut-être essayer ou vous pouvez peut-être essayer de vous projeter en vous demandant, même si ça paraît peut-être assez évident, quelles sont les compétences ou quelles sont les qualités qu'un jeune pour lequel on attend pour ce métier du social. Même si on rouvre des portes ouvertes, mais il semblerait que l'empathie, l'écoute, la disponibilité soient des... Allez, sourire. Ah, super. Non, très bien. Allez-y. Nous avons des vrais spécialistes. Vous écoutez, voilà. Pour faire découvrir ces beaux univers. Donc nous étions en souffrance. Il était temps que vous arriviez. Nous arriverons au niveau du corps et de l'esprit. Donc voilà. Donc, voici ce qui est pallié. l'enregistrement a déjà démarré. Hein. D'accord, très bien. Donc nous avons 20 élèves avec nous. Très bien. Présents. Bonjour à tous en tout cas. Bonjour. Donc rapidement, on attend quand même que parce que vous avez là, vous avez quand même monté l'étage, vous avez couru, donc c'est un véritable exploit. Voilà, comme ça. Et ensuite, vous allez pouvoir. Donc, on a la chance donc aujourd'hui d'avoir Madame Virouleau, voilà, qui va nous présenter son métier et toute cette passion qui déborde. Et nous avons la chance aussi d'avoir Madame Ba, Mariama Ba, qui proposera un petit PowerPoint que nous proposerons une fois que Madame Virouleau sera présentée, si vous le voulez bien. Alors, je vais donc vous présenter deux sortes de métiers qui ne sont pas très différents, qui sont en lien, hein, qui travaillent l'un avec l'autre, le métier d'aide-soignante et le métier d'infirmière. Donc, une aide-soignante, c'est une professionnelle de santé qui va intervenir le plus souvent auprès des personnes malades, dans des structures de soins, des hôpitaux, des cliniques, etc., qui peut aussi intervenir à domicile, mais en travaillant toujours en partenariat et sous la responsabilité d'une infirmière. Elle effectue surtout des soins en lien avec les activités de la vie quotidienne, que ce soit la toilette, l'alimentation, le fait de se déplacer, le fait de pouvoir s'occuper aussi. Elle effectue donc tous ces soins-là auprès des personnes souvent malades, souvent âgées ou polyhandicapées. Donc ce métier-là, pour pouvoir l'exercer, c'est une formation de 11 mois avec plusieurs compétences à acquérir.
C'est une formation en alternance, c'est-à-dire qu'on a autant d'heures de cours théoriques que d'heures de stage. Donc, les stages s'effectuent le plus souvent en milieu hospitalier ou en clinique. Voilà. Pour ce qui est de l'infirmière, c'est une professionnelle de santé également, qui, elle, peut intervenir soit en prévention de la maladie, soit pour la traiter, soit après pour accompagner les personnes. Donc, elle travaille sous la responsabilité d'un médecin et sous sa prescription. Donc, elle ne peut pas décider de tout toute seule. Elle peut également travailler en libéral à domicile auprès des personnes. L'infirmière, elle a la possibilité également de se spécialiser, c'est-à-dire de continuer ses études pour pouvoir faire des choses supplémentaires. On y reviendra un petit peu après. Donc l'infirmière, elle doit se former, elle se forme en 3 ans. 3 années pleines pour se former, 3 années qui donnent lieu à un diplôme un diplôme qui est une licence, un diplôme universitaire. Et c'est un diplôme d'État aussi, donc ça veut dire que partout en France où on est à l'école d'infirmière, on a le même diplôme. On obtient exactement le même diplôme dans tous les instituts. Donc 3 années complètes avec plusieurs unités d'enseignement, là aussi en alternance, c'est-à-dire autant d'heures théoriques que d'heures de stage. L'infirmière donc travaille en collaboration avec l'aide-soignante et elles travaillent toutes les deux souvent ensemble auprès du patient. Les 2 personnes peuvent travailler auprès de populations de tout âge, que ce soit les enfants jusqu'à la personne âgée. Voilà en gros pour la description des métiers et des formations. Après, on répondra peut-être à des questions plus précises si vous voulez. Oui, c'est bien d'avoir un univers assez large de la profession. Donc, souhaitez-vous qu'on mette déjà le diaporama? Allez, oui, si vous voulez, merci. C'est parfait. Alors, bonjour à tous, moi je suis donc Madame Ba, je vais vous présenter à la fois l'Institut de formation en massokinésithérapie et le métier de kinésithérapeute puisque je suis kinésithérapeute de formation. Donc j'ai mis une petite photo illustrative donc, dans la deuxième slide pour vous présenter un petit peu nos locaux. La formation donc, se passe, donc nous on est estampillé Croix-Rouge. La Croix-Rouge française, je pense que vous avez tous entendu parler par les collectes ou par les actions qui sont menées auprès de public. On a 5 grands domaines d'action. L'action donc une action sociale, une action internationale puisque on intervient lors de catastrophes naturelles, on va dire, et la formation, la santé, l'autonomie et les urgences secouristes. En gros, il y a 56 000 bénévoles, 18 000 salariés, dont on fait partie avec Madame Gimeno, et 600 établissements, dont l'IFMK de la Croix-Rouge. Voilà. Donc, un petit focus sur notre IFMK, notre institut. Donc, nous, on a un institut assez jeune, puisqu'on a été créé, et l'ouverture s'est faite en septembre 2020. Nous accueillons, alors on a un petit institut, 16 étudiants qui sont sélectionnés par l'Université de Poitiers. Et la particularité de nos étudiants sont à la fois, qui sont à la fois des étudiants de l'université et des étudiants de l'Institut de formation en massokinésithérapie. Ils ont la double compétence puisque c'est une formation universitaire. Donc nous, on est une petite équipe, on est composé d'une équipe pédagogique, je suis la responsable pédagogique et depuis septembre, j'ai accueilli une nouvelle collègue, donc on est 2 formateurs permanents, et une équipe administrative, ainsi que 80 formateurs vacataires. Donc ça va du métier de masseur-kinésithérapeute aux médecins qui peuvent intervenir, et aussi nos collègues infirmières. Alors, le métier de masseur-kinésithérapeute. Donc nous, on a une profession assez jeune puisqu'on a été créé en 1946. Comment on rentre dans notre institut? Alors moi, je fais un focus vraiment sur l'institut du site d'Angoulême.
Donc, il y a 3 modes d'accès. On est sélectionné via l'Université de Poitiers, via l'accès, via une licence, en fait, licence d'accès santé. Ou, si on fait une première année chez les STAPS, donc la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives, et nous, en tant qu'institut, on a une place dédiée pour des personnes qui ont déjà, par exemple, une licence, un master, ou qui peuvent être des professionnels de santé type infirmière et qui veulent se réorienter. Alors nous, la particularité, on n'a pas d'accès, l'accès ne se fait pas par Parcoursup. C'est vraiment les 3 modes d'accès que je vous ai présentés, l'AS, STAPS et la passerelle l'article 25. La formation, elle est organisée en fait en 4 ans. Donc nous, on explique qu'il y a 2 cycles. Donc 4 ans, première, deuxième, troisième et 4e année d'études. À la fin de vos études, vous allez sortir avec un grade master. Un master, c'est une reconnaissance de notre formation à bac plus. D'accord ? Donc nous aussi, on a une formation en alternance, puisque vous êtes tantôt à l'école pour acquérir les savoirs théoriques et sur des terrains de stage pour acquérir les fondements pratiques. La particularité de notre institut, c'est que la première et deuxième année sont financées en fait, excusez-moi, sont financées par la région, et la 3e et 4e année se fait par le biais de l'apprentissage. C'est quoi l'apprentissage? C'est que vous êtes à l'école pendant une période donnée, et quand vous n'êtes pas à l'école, vous faites des stages auprès de votre employeur, qui va à la fois financer vos études et vous verser un salaire en fonction donc, de votre âge. Ce sera un pourcentage du SMIC. Donc, ces enseignements théoriques et ces enseignements pratiques vont vous permettre d'acquérir et de valider les 11 compétences qui sont prévues dans notre référentiel de formation, issu de l'arrêté du 2 septembre 2015. Alors, un masseur kinésithérapeute, pratico-pratique. C'est quoi un masseur kinésithérapeute? C'est un professionnel de santé qui va essentiellement faire de la rééducation auprès d'un public varié. Ça peut aller du nourrisson, très petit, de l'enfant très jeune, à la personne âgée. Donc, on intervient dans tous les champs possibles aussi. Donc, en rééducation traumatique, vous cassez le bras, vous allez chez le kiné pour faire votre rééducation. Vous avez des problèmes pulmonaires, là, le contexte sanitaire fait que on est en Covid. Donc, on intervient auprès de patients qui peuvent présenter des troubles respiratoires. Donc, comme je vous disais, en pédiatrie, auprès des petits, et de la gériatrie, donc des personnes âgées. Donc, on va mener notre rééducation, mais aussi faire de la prévention auprès de publics variés. Ça peut aller de l'enfant à la personne âgée. La qualité, pour être masseur, les qualités, alors elles ne sont pas exhaustives, mais les qualités principales, je vous les ai un petit peu résumées. Il faut avoir une bonne résistance physique et psychologique. Parce que vous allez voir donc, des patients qui vont présenter, pour la plupart, en fait, des problèmes. Par exemple, vous cassez les 2 jambes. Pour faire votre éducation, il va falloir être un petit peu costaud parce qu'il va falloir qu'on supplée un petit peu vos jambes. Il va falloir qu'on vous aide à vous remettre debout. Psychologique, parce que vous allez rencontrer des personnes qui ont des histoires et des vécus un petit peu compliqués. Donc, il faut être bien dans sa tête. Il faut être à l'écoute des personnes, parce que vous allez être en proximité tout le temps avec les personnes qui vont venir vous voir. Donc, il faut les écouter. Il faut faire preuve de patience et de pédagogie, c'est-à-dire bien leur expliquer les exercices que vous allez qu'ils vont devoir faire et pourquoi ils vont devoir faire ça. Et donc, répéter aussi. C'est comme quand on fait un cours, en fait. On répète souvent les mêmes choses, mais c'est pour que les personnes comprennent ce qu'on veut qu'elles fassent. Il va falloir aussi respecter le secret médical et le code de déontologie, c'est-à-dire les grandes règles d'usage de notre profession. C'est-à-dire ne pas aller divulguer la pathologie, le motif de consultation de vos patients. Voilà. Le lieu d'exercice du masseur kinésithérapeute. Alors, notre lieu d'exercice, il est varié. Vous pouvez rencontrer des masseurs kinésithérapeutes à l'hôpital, en centre de rééducation,
en thalassothérapie, vous savez, quand vous allez faire vos petites séances de massage sous l'eau, en club sportif, donc là pour les footeux, voilà, vous avez des kinés du sport. Alors on n'est pas dans la région du foot, hein, moi je suis lyonnaise, donc Lyon, c'est plutôt le SA 15. Donc il y a des kinés en rugby. Et en libéral, voilà, en libéral. Donc la profession, allez, c'est une profession jeune, mais on regroupe pour l'instant 90 315 masseurs kinésithérapeutes sur le territoire. Ces chiffres sont issus du Conseil de l'Ordre, puisqu'on a une grande entité qui gère notre profession. C'est une profession qui exerce majoritairement en libéral, donc en cabinet, à son compte, et un petit peu en salariat, donc en exercice salarié, en centre de rééducation et à l'hôpital. Il faut savoir que c'est une profession aussi qui se féminise, c'est-à-dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc ça, c'est encourageant. Pour vous donner un petit ordre d'idée, au niveau du salaire, donc c'est à titre indicatif, puisque ça peut varier selon les sites où vous allez travailler. Salaire de base est d'environ 1 700 €. Et en libéral, c'est, comme je disais, ça dépend de vos horaires. Plus vous travaillez, plus vous gagnerez des sous. Par contre, vous allez devoir en reverser aux impôts. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, les dames. Donc, je vais départager. Et nous attendons différentes questions de la part des étudiants dans le chat. Alors, de manière exceptionnelle, vous pouvez remettre vos micros si vous le souhaitez, parce que même si on est en synchrone, vous nous avez manqué aussi, donc n'hésitez pas à parler. Et surtout, petit rappel, vous pourrez voir tous ces métiers de la santé, notamment sur le FOF, dès demain en réel et samedi avec vos parents, de 9 h à 18 h, et pourrez justement avoir des compléments d'information plus pointus auprès de ces professionnels. Je vais laisser quand même la place, si vous voulez ajouter quelques... Est-ce qu'on peut poser une question? Quelles sont les qualités pour une infirmière? Alors, les qualités de l'infirmier ou de l'infirmière, qui est une profession effectivement aussi très féminine, hein, beaucoup plus féminine que masculine, mais voilà, elle est ouverte à tous, bien entendu, sont les qualités de soignant qu'on va retrouver et qu'on a déjà retrouvées chez les kinésithérapeutes. C'est-à-dire que on a besoin d'être patient, on a affaire à des personnes malades, on a besoin effectivement d'avoir également une certaine résistance physique et psychologique. Hein, on accompagne les personnes dans des moments difficiles, donc il faut pouvoir les accompagner dans la maladie chronique, dans la maladie grave, parfois dans la mort, mais aussi des choses plutôt sympathiques, hein, dans la naissance, dans la guérison. Donc c'est très très varié, donc il faut avoir psychologiquement effectivement la possibilité de les accompagner. Donc une résistance physique, il faut être à l'écoute de la personne et être sûr qu'on est capable d'entendre ce que va nous dire cette personne et non pas de soigner comme soit on l'entend. Hein. Il faut vraiment mettre au centre de nos préoccupations la personne qu'on est en train de prendre en soin. Ça, c'est vraiment la qualité première, et je pense que par-dessus tout, la qualité d'un soignant, c'est le respect. C'est-à-dire que quelle que soit la personne que l'on a devant nous et que l'on est censé prendre en soin, quelles que soient ses origines, quel que soit ce qu'il a vécu, ce qu'il pense, ses idéaux, etc., on est censé le soigner. Donc il faut savoir faire abstraction de tout ça et respecter ce qu'elle est en tant que personne. Pour moi, c'est les qualités premières d'un soignant, quel qu'il soit, et notamment d'un infirmier, d'une aide-soignante également. Je pense qu'il y a aussi une grande de qualification. Il faut acquérir, je pense, des qualifications importantes. Il y a des choses à apprendre essentielles. Alors, que ce soit dans les deux formations, ce sont deux formations universitaires, comme vous l'avez entendu. Hein, donc, il y a beaucoup d'enseignements qui sont délivrés par l'université, et ce sont effectivement des enseignements qui sont assez, je dirais, complexes et compliqués. Donc, on a besoin d'apprendre, de retenir les choses, hein, d'apprendre à vraiment mémoriser les données, parce que même si à l'heure actuelle, on a accès à Internet facilement, etc., quand on est auprès d'un patient, il faut savoir réagir tout de suite.
Il faut savoir comment se comporter, il faut connaître des choses de façon assez profonde. C'est-à-dire que quand on est infirmier notamment, alors pas quand on est soignant, mais quand on est infirmier, on va devoir donner des médicaments, on va devoir poser des perfusions. Donc il faut être précis et il faut connaître les choses de façon précise. Il faut avoir des notions de calcul qui sont suffisamment approfondies pour être capable de ne pas donner 3 fois la dose de médicaments à la personne à qui vous devez donner des remèdes, etc., etc. Donc il faut être capable d'avoir des données précises sur les choses et avoir certaines aptitudes. Pour la formation d'infirmière et d'aide-soignante, il faut effectivement avoir quelques bases aussi en anatomie, en physiologie. Donc les cours d'SVT sont intéressant, mathématiques, et aussi il faut savoir écrire parce que en français on a énormément, dans la formation en tout cas, c'est des exigences universitaires, donc on a pas mal d'aptitudes à l'écrit à avoir à l'heure actuelle dans ces formations-là. Alors justement, si par exemple nous avons affaire à un jeune qui est en 3e, qui est assez moyen en tout, est-ce qu'il y a des possibilités de CAP par exemple avant pour avoir une promotion, parce qu'on avait différents métiers qui pouvaient aller du CAP au bac plus 5, là c'est même au-delà, parce que médecin c'est bien au-delà, mais est-ce que un jeune qui a de l'empathie, tout simplement, c'est son savoir-être, mais malheureusement en termes de compétences plus scolaires, est-ce qu'on peut lui laisser quand même une chance tout doucement Alors, il y a toujours une chance, puisqu'à l'heure actuelle, il y a quand même énormément de possibilités, de passerelles possibles. Il faut savoir que le métier d'aide-soignant, c'est un métier qui peut être accessible sans obtenir le baccalauréat. Il n'y a pas de niveau de diplôme déterminé. Il faut constituer un dossier et passer un entretien avec une équipe de formateurs, de façon à avoir les aptitudes pour pouvoir suivre la formation, puis après exercer le métier. Pour être infirmier et pour entrer en formation de kinésithérapie, c'est pas possible. Il faut un baccalauréat de façon obligatoire. Donc là, c'est incontournable. Quand on est aide-soignant, on peut très bien, après avoir exercé quelques années, passer des équivalences de baccalauréat et se présenter pour pouvoir éventuellement passer un concours, en fait, pour pouvoir rentrer en formation infirmière ou dans d'autres types de formations paramédicales. Ça, c'est possible, mais il faut d'abord obtenir le diplôme d'aide-soignant et travailler quelques années. Donc, rien n'est jamais impossible. Après, ça demande du travail et de l'investissement. Mais on peut effectivement prendre des moyens détournés pour pouvoir arriver à ses fins. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors moi, je vais ajouter quelque chose concernant la formation donc, de masseur kinésithérapeute. Vous avez compris, l'accès ne se fait pas par Parcoursup, mais nous, c'est un bac minimum. Et ensuite, il faut rentrer en licence. Et après, c'est une sélection qui va être effectuée par l'université de rattachement. Donc, moi, je parle pour l'IFMK d'Angoulême, c'est l'université de Poitiers. Et donc, il y a quand même un niveau attendu. Le niveau, c'est première année de licence minimum. D'accord. Est-ce que, par exemple, dans cette période-là, si nous sommes avec des élèves de 3e, parce que c'est le cas, faire des mini-stages, découvertes, même si ça sera que dans 3 ans, puisqu'il faut l'idéal avoir au moins le bac, est-ce que vous prenez, même on sait qu'en période sanitaire, c'est très compliqué, mais vous avez besoin de main-d'œuvre, on le sait aussi. Oui. Alors, hélas, et Madame Ball me rejoindra là-dessus, hélas, il est très compliqué de pouvoir effectuer son stage auprès de personnels paramédicaux, tout simplement pour des raisons de sécurité. Donc là, en crise sanitaire, c'est quasiment impossible, mais pour des raisons de sécurité par rapport à ce dont elle vous a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le secret professionnel. C'est-à-dire que tous les professionnels paramédicaux et médicaux sont soumis à ce secret professionnel. Aucune donnée ne doit être divulguée et donc les professionnels paramédicaux ont souvent des difficultés à pouvoir proposer des stages. Cela peut se faire de temps en temps quand l'élève a des connaissances auprès d'une infirmière libérale ou auprès d'un kinésithérapeute en libéral également, sous certaines conditions, mais ce sont des choses qui sont relativement à la marge parce que c'est vraiment compliqué pour les professionnels d'accueillir
une personne extérieure, hein, que ce soit un élève de 3e ou n'importe quel autre type d'élève, sauf si c'est un élève, bien évidemment, un étudiant en formation qui lui-même, à partir du moment où il rentre en formation, est soumis à ce même secret. Donc là, après, bien sûr, ça pose plus de soucis. Effectivement, c'est très compliqué. Alors, je vais parler des kinés. Hein. Alors, moi, je suis plus en exercice, mais donc, mes collègues, en fait, me font remonter souvent qu'ils ont des demandes voilà, de lycéens, de collégiens. C'est pas qu'on ne veut pas me prendre en stage, hein, c'est que c'est compliqué, effectivement, la notion de secret médical, la notion de secret professionnel. En plus, nous, on a une profession où, quand même, on voit les personnes dans des situations un petit peu dénudées. Ça pose souci. Voilà. Et on peut vous cacher aussi qu'on privilégie effectivement les étudiants qui sont dans le cursus de formation. Et il y a aussi une pénurie de kinés, de kinésithérapeutes. Oui. Alors, si je peux donner un complément, face aux exigences universitaires qui sont quand même de plus en plus importantes sur les formations paramédicales, pour entrer en formation infirmière, il n'y a pas d'exigence de série de baccalauréat. Vous pouvez avoir un baccalauréat général, technologique ou un baccalauréat professionnel. Ça ne pose pas de problème. Néanmoins, on se rend compte quand même que bien qu'ils aient des stages à proposer, les baccalauréats professionnels ne sont pas forcément les plus faciles pour pouvoir suivre la formation d'infirmière. Bien sûr, il y a des expériences de stage, bien sûr, ça vous permet de connaître le terrain avant, mais en termes de contenu, notamment en anatomie-physiologie, en pharmacologie, en mathématiques, on rencontre des étudiants qui ont des difficultés, notamment sur leur première année de formation. Donc, si vous en avez la possibilité, il vaut mieux privilégier un baccalauréat de type général ou technologique. Mais tous les baccalauréats sont acceptés, je le répète. Pour ce qui est de la formation aide-soignante, il faut savoir que quand on a un baccalauréat professionnel, donc ASSP, donc soins à la personne, ou ce genre de baccalauréat-là, il y a des passerelles, c'est-à-dire qu'il y a des éléments dans la formation aide-soignante qui ne sont pas à suivre. L'élève a déjà validé ces éléments, on considère qu'il les a acquis pendant son baccalauréat, du coup, il est exempté de ces enseignements-là en formation. Donc, c'est une formation qui dure quand même 11 mois, mais pendant ce cursus, il peut également travailler à côté et ne pas suivre ces enseignements-là. Ça, c'est pour la formation aide-soignante. Pour la formation infirmière, il faut un baccalauréat de toute façon. Et il n'y a pas forcément de passerelle pour le début. Donc, nous avons une question des élèves du collège Maurice Genevoix de Châteauneuf. Bonjour, quels lycées sont les plus conseillés pour faire des mini-stages dans la santé dans le secteur? Les lycées sont Il y a un bac ST2S. Oui. Est-ce que celui-ci peut-être il y a des passerelles entre le lycée et la structure? J'ai l'impression que pas trop. Non, il n'y a pas plus de passerelles pour un bac technologique. Les enseignements abordés au cours du baccalauréat, en fait, vont aider, effectivement. Il va y avoir des enseignements d'anatomie-physiologie, etc., qui vont aider. Pour faire des stages, c'est plus compliqué, vraiment beaucoup plus compliqué. Alors après, les stages peuvent être réalisés souvent, le plus souvent, les stages sont réalisés dans ce qu'on appelle les établissements médico-sociaux, c'est-à-dire les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui sont ce qu'on appelle des lieux de vie, en fait. Ce ne sont pas des établissements où on fait des soins particuliers, ce n'est pas des établissements sanitaires purs, ce n'est pas un hôpital, ce n'est pas une clinique. On va accompagner des personnes âgées dans la vie quotidienne. Alors certains ont des soins, des pansements, etc., des injections, mais il est difficile pour un élève au lycée de faire des stages dans le milieu hospitalier, même s'il est au lycée. Du coup, on conseillerait peut-être d'abord à ces jeunes d'avoir des possibilités d'observation dans une crèche, dans un EHPAD, voilà, ça serait peut-être déjà une première approche. Ou d'aller rencontrer quelqu'un qui exerce une infirmière, parler, parce que c'est comment je sais que je vais être, que le métier va me convenir. Il y a des questions à se poser, effectivement. Effectivement, le fait de rencontrer quelqu'un qui exerce le métier, c'est une très bonne idée, parce qu'en échangeant avec cette personne, elle va vous
expliquer son quotidien et éventuellement vous transmettre les difficultés qu'elle rencontre, les obstacles, et puis au contraire, tout ce qui peut être très positif dans ces professions-là, bien évidemment. Donc, le fait d'échanger déjà avec des professionnels, c'est une très bonne idée. Quand, si vous vous orientez sur une formation infirmière, nous étudions tous les dossiers Parcoursup qui nous arrivent, hein, pour les élèves qui font des demandes pour rentrer en institut de formation en soins infirmiers, IFSI. Hein. On étudie toutes ces demandes et la partie qui comporte les centres d'intérêt de l'élève est particulièrement regardée. Donc, si vous pouvez aussi, si vous êtes vraiment intéressé par le milieu du soin, vous pouvez déjà, même au collège, essayer de vous impliquer dans des choses de type humanitaire, par exemple, ou dans des actions collectives. Vous pouvez essayer, on a souvent des candidats qui participent, qui agissent auprès des Restos du Cœur, ou de ce genre d'associations, de façon à pouvoir commencer à avoir un contact avec l'autre et à essayer de lui venir en aide. Ça, c'est des choses qui sont valorisées hein, au niveau de Parcoursup et d'études du dossier. Il faut surtout que vous nous expliquiez ce que vous apportent en fait toutes ces actions que vous avez faites et pourquoi elles vous plaisent. Pour ce qui est de la sélection, n'hésitez pas surtout à écrire pourquoi vous voulez devenir soignant. C'est vraiment ça qui intéresse les personnes qui vont regarder les dossiers. C'est votre motivation à devenir soignant. Alors, j'ai une autre question et du coup, moi j'en avais une à poser aussi, mais qui va sans doute rejoindre. Quel cursus faut-il faire pour faire un métier médical? Donc ça, c'est le lycée, le collège de La Rochefoucauld qui le pose. Et moi, j'avais donc dans ce cursus, je crois qu'il y a une année de préparation à l'IFSI qui est possible, une année préparatoire. Est-ce que ça se fait toujours? Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Alors, l'année préparatoire à l'IFSI n'existe plus depuis l'arrivée de Parcoursup. D'accord. Depuis que l'entrée en IFSI se fait par Parcoursup, les années préparatoires, en fait, elles s'appelaient exactement années préparatoires au concours. Oui, c'est ça. Depuis qu'il n'y a plus de concours, il n'y a plus d'années préparatoires. Et je dirais, si je peux me permettre, malheureusement, parce qu'effectivement, ces années-là aidaient bien les élèves qui en avaient besoin à se remettre à niveau de façon à rentrer en première année beaucoup plus armés, on va dire. Pour faire un métier médical, ce n'est pas une entrée en IFSI. Hein. Il n'y a pas forcément de... Enfin, le fait d'être infirmier ne vous donne pas droit à avoir des passerelles pour devenir médecin. Ce ne sont pas du tout les mêmes formations ni les mêmes métiers. Donc, pour être médecin, Madame Liba vous en a parlé un petit peu tout à l'heure de ce qui est possible de faire. Oui. Alors, nous, on peut. Alors, en école de kiné, vous serez diplômé avec un grade master. L'idée, c'est, si vous voulez faire un cursus médical, il va falloir exercer quand même 3 ans la profession de masseur-kinésithérapeute et ensuite présenter un dossier qui sera examiné par un jury pour pouvoir savoir si vous pouvez rentrer en première, voire en 2e année de médecine. Mais c'est assez sélectif comme mode d'accès. C'est une passerelle. Alors, on peut faire des études de médecin sans passer par kiné ou sans passer par infirmier. Hein. Il faut faire une licence accès santé, c'est la première voie. Oui. Et la deuxième voie, c'est le PASS. Non, PASS n'existe plus en fait. PASS n'existe plus. Il y a l'AS et puis il y a l'AS et PASS. PASS, les PASS, ouais, c'est ça. Voilà. PASS. Mais oui, c'est pas PASS. Voilà. Donc il y a 2 modes en fait pour entrer en école pour être médecin, l'AS ou PASS. Voilà. Licence accès santé et PASS, je ne l'ai plus là tout de suite, j'ai plus l'acronyme. Donc voilà. Tout à l'heure, vous parliez d'avoir une résistance physique et nerveuse, donc ça c'est important. Mais vous êtes un petit gabarit, entre guillemets, vous y arrivez, donc voilà, il faut dire que tout le monde peut, Petit gabarit. voilà, peut le faire parce que il me semble que tout ce qui est kinésithérapeute, en fait, il n'y a pas que la partie massage, mais il y a aussi des instruments. Alors, pas de torture, hein, mais avec... On ne torture personne. Non, alors, on a une représentation du masseur-kinésithérapeute qui... Alors, voilà, je vais insister sur cette représentation.
on a effectivement plusieurs champs de compétences, plusieurs champs d'action. En début de cursus, on fait on construit un TD avec nos étudiants sur cette fameuse représentation du métier. 90% de mes étudiants veulent faire kiné du sport. Ce n'est pas la réalité. Il y a très peu de kinés qui exercent auprès de sportifs. Donc, vous allez plutôt exercer avec des personnes voilà, que vous allez croiser tous les jours. Hein, très peu d'élus. Donc, un masseur kinésithérapeute voilà, fait du massage, mais pas que. Dans notre titre, on a le rôle de masseur kinésithérapeute. Et c'est quoi kinésithérapeute? C'est rééducation par mouvement. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on fait quand même plus faire des exercices à nos patients que du massage. Le massage, c'est qu'une technique dans la rééducation. Oui. Et donc, effectivement, on a un petit gabarit. Alors, on est assis, hein, vous voyez que le au corps. On a une résistance physique, psychologique, parce qu'on a été voilà, aussi formé à la manutention des malades. Moi, j'ai exercé une dizaine d'années. Je ne me suis jamais fait mal au dos parce que j'ai pris le temps voilà, de bien m'installer, de protéger mon dos au maximum, de protéger le patient. Donc, il y a des techniques qui nous permettent voilà, de mobiliser les personnes. Pour vous donner un ordre d'idée, je fais 1m70, je fais 55 kg, petit gabarit. J'ai eu des sportifs, des messieurs qui faisaient 3 fois mon poids, ben, je pouvais quand même les mobiliser. Je pouvais faire leur rééducation grâce à des techniques adaptées. Voilà. Et puis, j'imagine qu'il y a aussi des nouvelles machines très sophistiquées pour lesquelles voilà, il y a besoin aussi d'avoir une connaissance peut-être technologique et d'ergonomie au niveau qui peut être. Donc, c'est pas, quand vous disiez qu'il y a beaucoup de... c'est assez féminin, oui. Voilà, c'est la preuve qu'on peut... on peut faire de belles choses aussi. Oui, voilà. C'est vrai que l'ergonomie, c'est quelque chose qui est enseigné dans toutes les formations en santé. Hein. Une aide-soignante, c'est pareil, quand elle s'occupe d'une personne qui a perdu complètement son autonomie, elle a des techniques qui lui permettent de le tourner quand il est dans son lit, de le lever, de l'aider à se mobiliser. L'infirmière aussi. Et ça fait l'objet d'une unité d'enseignement à part entière dans les 2 formations. Et c'est vrai qu'on vous a présenté à la fois le métier de kinésithérapeute, d'aide-soignante et d'infirmier, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, on travaille tous ensemble. Hein, il y a beaucoup de similitudes, il y a beaucoup de choses. Bien sûr, et on a des actes partagés. Par exemple, on parlait du Covid, donc les soins respiratoires. Bah, le kinésithérapeute peut faire des soins respiratoires, l'infirmière aussi. Oui. Voilà. Et donc, faut voir ce qu'il faut voir, c'est qu'on est toutes les deux ensemble, on est dans les mêmes locaux, et on travaille, on est amené à travailler ensemble. En fait, on est une chaîne, et au milieu, il y a le patient. On travaille en collaboration, en interprofessionnalité pour le bien-être de notre patient, qui est au centre de la prise en soin. C'est vrai qu'on ne l'a pas énoncé tout à l'heure dans les qualités, entre guillemets, hein, du soignant, mais il y a aussi le travail en équipe. Le travail en équipe, c'est très important. Un paramédical, il n'est rien tout seul. Même quand il travaille à domicile et qu'on se dit, bah oui, mais quand il est chez le malade, il est bien tout seul. Non, il n'est jamais tout seul. Il a un médecin qui a fait une prescription. Il a peut-être une aide-soignante qui va passer voir le patient dans la matinée ou plus tard. Il a forcément un autre professionnel de santé, que ce soit un psychologue, que ce soit une diététicienne, que ce soit... Ils travaillent tous, en fait, parce qu'ils ont tous leurs spécificités et ils mettent toutes leurs compétences, en fait, au service de la prise en charge de cette personne-là. Donc, le travail en équipe, effectivement, c'est une des qualités et c'est incontournable quand on est soignant. Ce qu'on peut dire aussi, bon, je crois que c'est il y a beaucoup d'emplois dans ce secteur. Il y a le chômage pour l'instant. Oui. Surtout en ce moment. Il y a beaucoup d'emplois, simplement, on ne peut pas s'installer où on veut. En tant que kiné, il y a des zones surdotées où il y a beaucoup de professionnels, par exemple, là où il fait beau, dans le sud de la France, ou à Lyon, parce que je suis lyonnaise. À Lyon, c'est compliqué de s'installer. Voilà. Il faut qu'il y ait un kinésithérapeute qui parte à la retraite ou qui change de département pour qu'on puisse s'installer. Par contre, à Limoges ou dans le fin fond de la Creuse, malheureusement. Voilà. Là, on vous donne des sous pour vous installer. On vous donne des aides. Voilà. Je rajouterai une petite chose quant à la formation d'infirmière. Je n'ai pas précisé que l'infirmière pouvait continuer ses études, comme on obtient une licence à la fin du cursus de 3 ans. Ça permet une inscription
dans des masters, des masters de tout genre. Il existe beaucoup de masters différents en lien avec la santé. Ça peut être la santé publique, ça peut être le droit de la santé, ça peut être... il y a énormément de domaines. C'est le gros avantage de cette profession, c'est qu'elle est extrêmement diversifiée, très riche. Avec le même diplôme, vous pouvez faire, je dirais, le même métier. Il s'appelle pareil, mais en tout cas, sur le terrain, ce n'est pas du tout la même chose. Moi, vous voyez, j'ai exercé 18 ans en tant qu'infirmière. Après, j'ai été cadre de santé, c'est-à-dire que j'ai fait du management, j'ai coaché une équipe de soins, et après, là, maintenant, je suis devenue formatrice. Je suis dans un institut de formation, donc je fais de la pédagogie. J'ai fait presque 3 métiers différents avec le même diplôme. J'ai passé un diplôme supplémentaire pour être cadre quand même. Et donc, du coup, c'est extrêmement riche d'avoir ce genre de diplôme-là parce que ça ouvre énormément d'horizons. Donc, l'infirmière, elle peut devenir cadre de santé grâce à une école particulière. C'est 10 mois de formation supplémentaire. Elle peut devenir infirmière anesthésiste. C'est une infirmière spécialisée qui a 2 ans de formation supplémentaire, qui travaille, on en entend beaucoup parler actuellement parce qu'elle travaille en réanimation notamment, aux urgences et dans les blocs opératoires. On peut devenir infirmier de bloc opératoire, c'est une spécialisation de 18 mois. Et là, l'infirmière ne va travailler qu'auprès du chirurgien, auprès des instruments d'intervention, etc. Et enfin, infirmière puéricultrice, qui est une infirmière qui est spécialisée dans la prise en charge des enfants. Et là, c'est une année de formation supplémentaire également. Voilà, donc ça ouvre énormément de possibilités d'obtenir un diplôme d'infirmière. En tant que kinésithérapeute, donc nous, on est diplômé, on exerce en tant que kinésithérapeute donc dans les différents champs que je vous ai présentés. Il y a une poursuite d'études qui est possible puisqu'on a obtenu le grade master, donc on peut continuer en master directement à l'issue de notre formation, donc des 4 ans d'études. Passer un diplôme, alors, donc moi je suis responsable pédagogique, je fais de la formation, je passe un master 2. Voilà, donc vous pouvez faire un master 2 et continuer en doctorat. Donc, le champ vos poursuites d'études est beaucoup plus facilité depuis la mise en place de la réforme là, de 2015. Donc, licence, master, doctorat. Il y a des passerelles donc, pour faire médecine et vous pouvez exercer, donc vous pouvez faire aussi de la formation. Et vous pouvez exercer aussi dans d'autres pays. Alors, le titre de master kinésithérapeute, le diplôme de master kinésithérapeute vous permet d'exercer au Canada, mais pas sous le même terme, ce sera physiothérapeute. Alors, nous avons donc une nouvelle question. Avec quel métier de la santé gagnons-nous le plus? Je suppose que c'est gagner de l'argent. Voilà. On gagne aussi avec le patient, avec les expériences, avec ce qu'on partage avec les patients. Tout à fait légitime. Moi, je trouve que c'est une question tout à fait légitime. À l'heure actuelle, je dirais que celui qui gagne le plus des professionnels de santé, pour le moment, c'est le médecin, parce que c'est lui qui fait quand même un doctorat. Il a beaucoup d'années d'études derrière lui. Donc, ce sont les médecins qui, pour le moment, gagnent le plus. Après, oui, les infirmiers spécialisés ont aussi un salaire qui est assez élevé. Alors, une infirmière, à l'heure actuelle, avec les réformes qui ont eu lieu récemment, le Ségur de la santé, etc., une infirmière en début de carrière gagne environ 2 000 €, une aide-soignante 1 800 €. En fin de carrière, avec une spécialisation, ça peut avoisiner les 3 000, 3 200 € pour un infirmier spécialisé. Voilà. Une belle évolution. Oui. Donc, les kinés, ça va dépendre de leur endroit d'exercice. Même si le Ségur de la santé a quand même bien augmenté les salaires, il faut savoir qu'il y a très peu de kinés qui exercent à l'hôpital. Ils privilégient plutôt les centres de rééducation et le monde du libéral. Et en libéral, c'est du simple au double, vous pouvez gagner entre 2 000 et 10 000 €. Plus vous travaillez, plus vous gagnez. Et par contre, vous donnez des sous, ce qui est normal. Et vous faites des heures. Ça, il faut bien dire qu'il n'y a rien de simple. Le métier de soignante, de toute façon, ce sont des heures de travail, ce n'est pas de l'argent qui tombe de façon... Ça, c'est clair que non. Il y a des heures de travail, des heures de garde aussi, qu'il ne faut pas oublier, qui peuvent être le week-end, le soir. Voilà, il y a des contraintes, effectivement, surtout dans l'exercice en institution. Il y a forcément, ce sont des métiers où on va travailler, le patient a besoin d'une présence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, on travaille le week-end, on travaille la nuit. On travaille les jours fériés, bien évidemment. Donc, il faut avoir en tête ces contraintes-là aussi.
Donc, une autre question. Savez-vous quelle spécialité faut-il prendre pour partir en médecine? Alors effectivement, à l'heure actuelle, les universités qui prennent des étudiants pour aller en médecine, on sait que les matières scientifiques sont toujours privilégiées, notamment mathématiques, SVT et physique, bien que avec la réforme du bac général, d'autres choix soient possibles, mais il faut quand même privilégier SVT, au moins SVT physique ou mathématiques SVT ou mathématiques physique. Mais il faut quand même avoir des matières scientifiques pour pouvoir être préparé, en tout cas, aux enseignements qui vont être donnés. Pour ce qui est de la formation infirmière, il n'y a pas d'exigence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On sait quand même que quand on a des bases en SVT, c'est quand même plus simple en première année. Voilà, il n'y a pas d'exigence particulière. Très bien, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que parmi les élèves qui nous suivent, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Vous avez l'occasion d'ouvrir les micros si vous avez la possibilité d'avoir le micro. Oui. Vous le souhaitez. Dans tous les cas, vous pourrez retrouver l'intégralité de cette petite conférence dès ce soir sur le site du FOF. Et surtout, si vous pouvez vous déplacer sur l'espace Cara du Grand Angoulême vendredi et samedi, ou samedi, pour avoir le plaisir de rencontrer les professionnels, mais c'est encore mieux. Voilà. Bon, si nous n'avons plus de questions, nous allons vous remercier de votre participation, remercier nos deux professionnels. Voilà. Ah, alors attendez. Ah, une autre question, une petite. Alors, on va la prendre, bien sûr. Quelles sont les formations pour devenir vétérinaire? Il n'y en a pas énormément. En France, il y a l'école Maison-Alfort. Donc, il faut effectivement préparer à avoir. Il y en a plusieurs. Si les trois, il y en a 4 ou 5. Il y en a 4 ou 5. Dans le sud, il y en a une dans l'ouest, c'est à Lyon et Paris. D'accord. Après, la formation, c'est pareil, l'accès à la formation est en train de changer à l'heure actuelle. Jusqu'à présent, c'était des concours pour entrer dans une école vétérinaire. L'arrivée de Parcoursup change un peu la donne et je pense qu'il y a un accès possible après des années universitaires, mais là, c'est vraiment pas ma partie. Oui, et la sélection reste difficile. Ah oui, la sélection reste difficile. Oui. Là, c'est plus difficile que médecine. Oui, ça reste très difficile. Ah ouais. Il y a beaucoup moins de postes en fait à pourvoir et du coup, oui, la sélection est très difficile. C'est forcément un baccalauréat avec des enseignements, un baccalauréat général souvent avec des enseignements scientifiques et un niveau, un très bon niveau en tout cas scolaire, ça c'est sûr. Encore une question. Voilà, une dernière question. Donc, quelles sont les formations pour devenir secrétaire médical? Alors, pour devenir secrétaire médical, il y a une formation qui dure quelques mois. Je ne sais pas exactement en tête. 9 mois. C'est à peu près 9 à 10 mois de formation. C'est une formation qui se fait aussi avec la Croix-Rouge, qui ne se fait pas sur Angoulême. Par contre, on a une formation secrétaire médicale sur Bègles, à côté de Bordeaux, et sur Limoges aussi, je crois. Aussi sur Limoges. Donc, c'est une formation en 10 mois. Donc, ce n'est pas une formation sur Parcoursup. Le titulaire d'un bac? Oui, c'est pas plus mal. Hein. C'est mieux d'avoir un baccalauréat. Je ne suis pas sûre que ce soit une exigence. Oui. Voilà, peut-être quelques sous. Je pense que c'est quand même. Je voulais juste préciser qu'avec la Croix-Rouge française, donc comme c'est une association qui a quand même une mission humanitaire à la base, on a la possibilité et fait le choix aussi de développer tout ce qui pouvait être stage à l'étranger. Donc quand on est étudiant en santé à la Croix-Rouge, on a un pôle de stage à l'étranger et de possibilité de partir avec le programme Erasmus également pour pouvoir faire une partie de ses études dans un autre pays, qu'il soit francophone ou pas.
Alors, s'il n'est pas francophone, par contre, il faut avoir une grande aptitude en anglais. Donc, développer l'anglais, n'hésitez pas. Il faut avoir une bonne aptitude dans la langue anglaise. Il y a un test avant de partir, de toute façon. Donc, en tout cas, c'est une possibilité. Ça enrichit énormément la formation. Tous nos étudiants qui partent le disent. Donc, il y a des possibilités de stage un peu partout dans le monde. Là, bien sûr, évidemment, nettement réduit à cause de la crise sanitaire. Mais on a 4 étudiantes qui reviennent du Sénégal et qui sont ravis. Il faut savoir que c'est aussi une possibilité. Bon, donc je pense que nous allons maintenant clôturer cette conférence. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand des métiers de la santé au FOF, donc ce week-end. Merci à tous de votre participation. Au revoir. Merci, au revoir.